bonjour à tous. Dans cette vidéo de formation que je rajoute aujourd'hui, il était grand temps que j'en parle. Je vais parler beaucoup dans cette vidéo-là. Vous allez voir des exemples que j'utilise tous les jours quand je fais des recherches sur des choses sur Internet. Mais je pense que là, il est temps de regarder ça en profondeur pour essayer d'aider les gens à trouver des ressources dont ils ont besoin en utilisant Internet. Je me fais souvent poser des questions. Comment je peux trouver ça? Vous avez devant vous la plus grande bibliothèque qui a jamais existé, avec l'outil de recherche le plus puissant qui a jamais existé. Vous pouvez y parler dans vos mots, puis il va retrouver ce que vous cherchez. Si on se donne la peine un peu, on peut trouver tout ce qu'on veut sur Internet. On me demande des fois, je sais pas, puis j'insulte pas personne ici, mais je trouve que des fois, il faut se donner la peine aussi de chercher par soi-même. C'est qu'on me demande où est-ce que tu as trouvé ça, telle affaire, puis quand tu parles de ça, où est-ce que je peux commander ça? Ça me dérange pas d'aider, mais des fois, je peux pas répondre rapidement. Donc, la personne est là, puis elle attend. Tandis qu'elle pourrait trouver elle-même rapidement tout ce qu'elle a besoin. Elle a de besoin, comme tel. Si je prends comme exemple, j'ai besoin d'un transistor sur une carte. Je prends un exemple rapide. J'ai besoin d'un transistor. J'en ai-tu un ici qui traîne à quelque part? Oui, j'en ai un. J'ai un MOSFET ici qui traîne. Ah, bien, parfait. Je pense que c'est un vieux, c'est qui ne marche plus, en plus. Oui. Je vais vous montrer comment est-ce que ça a été retiré d'un ordinateur. Puis comment je peux retrouver une pièce identique à ça. Là, on se cachera pas. Quand on fait des recherches sur Internet, on peut l'avoir en français comme en anglais. Mais vous allez l'avoir beaucoup plus précis en anglais. Je le cache pas, là. Puis même des fois, j'ai vu des choses en français que ça tenait pas vraiment debout. Fait que moi, je privilégie les recherches en anglais seulement. Je le sais, pour certaines personnes, c'est vraiment pas évident. Mais c'est un plus de pouvoir se débrouiller avec ça. Parce que si vous recherchez des schémas électriques, des manuels de service, je pense que sur 1000, vous allez peut-être en trouver un ou deux en français. Fait que, cherchez pas ça en français, vous le trouverez pas. C'est plate à dire, mais c'est comme ça. La planète est faite comme ça. Donc, on est aussi bien de s'adapter si on veut avancer. J'oubliais aussi, quand que moi, ou n'importe quel autre technicien ouvre un appareil, on ne sait pas instantanément comment est-ce que tout fonctionne à l'interne. Je connais aucun technicien qui sait exactement comment ça fonctionne à l'interne. Pour la grosse base, oui. Pour comment est-ce que la tension rentre, qu'est-ce qu'on devrait avoir au départ, et ainsi de suite. Mais chaque compagnie utilise des designs différents, puis même d'un appareil à l'autre, ils changent le design. Donc, c'est absolument impossible de demander à un technicien d'électronique, ma télévision, tel modèle, fait ça. C'est quoi qui fait ça? Oh! Souvent, en plus, la personne détecte quelque chose qu'elle n'a jamais vu de sa vie. Donc, elle va l'expliquer à sa façon, puis ça ne sera pas du tout ce qu'on pense. Donc, c'est absolument impossible de savoir en partant qu'est-ce qui peut faire défaut sur une carte ou ainsi de suite. Il faut vraiment suivre les marches à suivre pour arriver à un résultat. Quand on est chanceux, on a fait 10 fois la même maudite carte, puis on le sait que dans 9 fois sur 10, c'était telle chose.
c'est sûr et certain que moi, je vais aller sauter là-dessus tout de suite, mais je vais aller vérifier. Si je vois que tel transistor ou tel MOSFET fait défaut, je le vérifie tout de suite en partant. Oh, wow, il fait défaut, parfait. Je le change, j'en mets un autre. Fini, réparé. Ça, c'est les bonus que quand on a bien de l'expérience. On va charger des fois, on va facturer des fois 1 heure pour un travail. Mais c'est pas rare qu'on va passer 1 heure et demie, puis même 2. Parce qu'il a fallu faire un prix au départ. Ça fait que quand une personne vous demande de faire un estimé, plus souvent qu'autrement, moi, je vais prendre une demi-heure de mon temps. Je vais facturer cette demi-heure-là. Et si dans la demi-heure, je n'ai pas trouvé qu'est-ce que ça pourrait être, je passe à autre chose. Parce que sinon, il y a des fois, vous allez passer 5 jours sur le même appareil. Si vous voulez vivre de ça, là, vous êtes aussi bien d'aller travailler chez McDo. J'ai un MOSFET ici, là. Je vais ajuster le... On a toujours des numéros, pratiquement toujours, sur des petites pièces de SMD, des pièces microscopiques. Souvent, on n'aura pas le numéro. Dans ce cas-là, on souhaite trouver le manuel de service ou le schéma électrique qui, avec le numéro qu'on retrouve sur la carte, on va être capable de comparer. Ici, j'ai un... D'abord. C'est ça, c'était un MOSFET, ça. Un MOSFET, ça. Je riais pas. Oui, c'était un MOSFET, ça. Comment est-ce que je découvre que c'est un MOSFET? C'est que, justement, je vais sortir une petite formation qui va parler d'à peu près tous les types de MOSFET que vous pouvez rencontrer. Comment les tester? Un comme ça, là, on a ici toujours... voyons. J'ai un blanc de mémoire à matin. J'ai un blanc de mémoire à matin. La gate, la source, puis le drain. Bon, on a toujours ces 3 parties-là, mais on va y revenir dans une autre formation. Là, on cherche dans d'autres choses ici. Première chose que je vais faire, je vais aller nettoyer comme il faut, là, pour pas faire d'erreur, là. Je vais prendre un petit peu d'alcool sur un coton-tige de même, là. Puis je vais m'assurer qu'il est propre. On le laisse sécher. Ah, regardez donc ça, comment est-ce qu'on voit clair, là, en ce moment. Donc, RA10B. Je vais commencer avec ces lettres-là. Généralement, on regarde sur la pièce, les chiffres en bas, ça peut arriver qu'ils vont changer. Mais les premiers, RA10B, on devrait être capable de trouver sur Internet. C'est quoi ça? C'est un MOSFET, si on le sait, mais où est-ce que je peux me le procurer? J'en ai besoin. Donc, on va aller sur Internet, puis dans la bande en haut ici, ou carrément ici, vous rentrez RA10B. RA10B. Regardez dans les propositions qui vous montent en bas. Le premier ici, il sait que c'est un MOSFET. Donc, si je clique là, wow, j'ai déjà du côté droit plusieurs places qui me le proposent. Chez DigiKey, faites attention parce que des fois, ils vous proposent des affaires différentes par contre. Faites très attention avec ça, là. Ici, il me donne un autre numéro, là. Je suis pas sûr que c'est ça. Mais des fois, c'est des alternatives. Mais faites attention à ça. Mais la première chose qu'on a ici, si je fais RA10B MOSFET, j'ai ce qu'on appelle le datasheet. Le datasheet, c'est quelque chose que j'utilise très souvent. Ça nous permet de découvrir les caractéristiques de cette pièce-là. Où est le drain? Où est la source? Où est la gate? Je sais que, selon mon expérience, la gate va se retrouver sur une des extrémités. Mais si je veux être sûr du positionnement des pins en dessous, on va aller dans le datasheet ici. Je vais ouvrir le datasheet, je vais l'ouvrir dans une autre page comme ça, là. Un autre onglet, je veux dire. Puis là, je le retrouve ici.
Les datasheets qu'on a ici, là, sur cette page-là, moi je l'aime beaucoup moins celle-là, pour la simple raison que il vous donne toutes sortes de numéros, et ainsi de suite. Puis, c'est pas vraiment ce que je veux dans ce cas-là. Array Logic, mais regardez ici, il y a quelqu'un qui a le même numéro, mais c'est pas un MOSFET. Mais si je descends en bas de la compagnie Vishay, oh, là, c'est des MOSFET. Ils sont ici. Donc, je peux venir cliquer sur le lien ici, puis il va m'amener à la datasheet pour ça. Mais apprenez à lire correctement. Si vous savez que c'est un MOSFET, puis il vous présente d'autres choses, souvent, ça n'a même pas la même forme. Là, posez-vous des questions. Vous n'êtes probablement pas à bonne place. Fait que si je clique dessus ici, regardez, déjà le plan, comment c'est placé là, de l'autre côté. Si je revire mon MOSFET de bord, là, ben là, je sais que les trois premiers seuls ici, c'est la source, c'est le S. La quatrième, c'est la gate. Puis toutes les autres ici, c'est le drain. Donc, on voit déjà comment ils sont placés les pins pour faire nos tests. On est capable d'aller tester ça. Si je m'en vais voir ici, si jamais je teste entre le drain et la source, d'après vous autres, il va-t-il avoir une valeur? Si on revient sur les formations qu'on a suivies, sur les diodes, des choses comme ça, parce qu'on ne se le cache pas, là, ça ici, là, c'est le dessin d'une diode, là. On va juste tasser ça, là. Bon, on redescend là, là. Ça, là, c'est une diode, là. Donc, entre le drain et la source, si je le vérifie d'un sens, la tension va passer. Il va me donner une valeur d'environ 0.4, 0.5 volts en mode diode. De l'autre sens, il ne devrait pas rien passer. On fait-tu un test pour le fun? Donc, sachant que la source, c'est ceux-là ici, puis les drains, c'est ceux-là, on peut aller faire des tests pour aller voir si ça fonctionne. Fait que, on va aller ici, Top Cam. Je vais m'approcher, par exemple, parce que je suis vraiment loin. Bon, je prends mon multimètre, que je mets ici à côté. Je l'allume. Je me mets en mode diode. Je suis en mode diode, selon mon multimètre. Donc, on a dit, si vous regardez dans le coin supérieur gauche, vous voyez le MOSFET comme tel. Donc, si je me place, positionne un là, puis un à ceux-là, j'ai le positif là, sur un bord, puis le négatif, je l'ai dans les mains. Puis je m'en viens ici. J'ai aucune valeur. Je me souviens pas s'il est bon, par exemple, celui-là. Là. J'ai aucune valeur ici. Donc, si je viens inverser mes probes comme tel, que là, je mets mon négatif là, puis mon positif là, 0.526, 527. Donc, cette partie-là est bonne. Ça ne veut pas dire qu'il est bon, là. Puis lui, en plus, je l'ai enlevé, je pense, sur un ordinateur, juste pour me donner la chance de pouvoir faire des tests en injectant de la tension. Fait que probablement qu'il est super bon. Là, entre là et la gate, qui est celle-là, c'est normal que j'ai rien. J'ai absolument rien. Puis si j'essaie de l'autre bord, j'ai rien non plus. Entre ça et ça, j'ai rien. J'inverse. Oups, excusez-moi, c'est pas évident, là. J'ai rien. Donc, il est excellent, ce MOSFET-là. C'est sur un ordi que j'ai testé. Il est très bon, celui-là.
Mais vous avez vu, c'est rapide là, pour trouver des informations. Là. Si on retourne, on peut tout de suite en partant déterminer si le MOSFET il est bon. Donc, dans un circuit, je vais faire souvent les mêmes tests. Je vais tester d'un côté comme de l'autre. Faites attention en circuit, par contre. En circuit, par contre, souvent, vu qu'il est relié par beaucoup de choses alentour, vous allez tester d'un côté, il va vous donner la valeur vous disant qu'il était bon, supposons 0,5. Puis là, vous allez dire, ah ben il est bon, mais je vais m'inverser pour tester de l'autre côté. Vous inversez le tout. Oups, on va revenir parce que là je parle, puis on ne me voit pas, là. Facecam. Bon, excusez-moi. Vous faites vos tests en circuit, entre le drain puis la source, vous avez 0,5. Vous allez dire, ah, il est bon, il me donne la bonne valeur, mais je vais le tester de l'autre sens pour être sûr qu'il ne passe pas dans les deux bords. Vous allez le revirer de bord, vous le retestez. Wow! Là, il me donne une valeur de 1,5, 2, 2,5, ça monte, et ainsi de suite. C'est normal. Par habitude, c'est normal d'avoir ça. Pourquoi? Parce que souvent, il y a d'autres composantes alentour, surtout des condensateurs. Puis quand on teste en mode diode, on injecte une faible tension dans le circuit. Le circuit cherche à recharger. Mais, vous savez que c'est bon. Si le dit MOSFET serait pas bon, il serait défectueux, dans la plupart des cas, vous allez vous brancher votre multimètre. S'il a la fonction, il va se mettre à buzzer, il va faire un bip, puis il va vous indiquer 0, mais en ohm. Point qu'en ohm, même en mode diode, il va tomber à 0, 0, 0, 0. Vous allez vous inverser, puis ça va être encore 0, 0, 0, 0. Il est en court-circuit. Donc, il y a un problème avec le MOSFET. Ça, c'est une façon de vérifier. C'est important de vérifier ça en allant chercher nos informations. Maintenant, qu'arrive-t-il si la pièce est défectueuse et que je dois la commander? C'est là qu'il faut apprendre à lire puis à découvrir, lire entre les lignes au niveau d'Internet quand on cherche pour une pièce. Vous avez vu que, quand j'arrive sur cette page-là, vous avez vu que, on a la pièce, on a toutes ces valeurs qu'on devrait avoir, et ainsi de suite. Mais que si je descends, qu'est-ce qu'on a cherché comme numéro tantôt? RA10B. Wow! Son vrai numéro, c'est ça. Souvent, les numéros qui sont sur les pièces sont abrégés. Ils sont abrégés parce que sinon, ça ne rentrerait pas au complet. Donc, vous voyez, son vrai numéro, c'est ça ici, là. Donc, je peux venir prendre ça, le copier, des fonctions de Windows standard, copier, CTRL-C, puis aller sur Internet, encore une fois, aller ici, faire une recherche sur cette pièce-là. Il va encore une fois me ramener là et ainsi de suite. Wow! Djiki.ca, Vichy Siliconix, Sierra A10B. Tout est là. Donc, je peux sauter là. Là, en ce moment, elle est épuisée ici. Là. Non, zéro in stock. Pas grave, là. Mais vous pouvez chercher comme ça et la commander chez Djiki. C'est ça comment qu'on trouve une pièce. C'est comme ça qu'on va la chercher. Souvent, je la trouverai pas là, mais elle n'est pas disponible là, donc je regarde dans les autres pages qui m'offraient qu'est-ce qu'il y avait. Mouser, c'est un autre fournisseur, ça, qui répond rapidement. Lui, il coûte un petit peu plus cher. Puis je m'en vais sur le site Canada. Ils en ont 10 748 en stock. Donc, je peux faire, et puis ils peuvent shipper immédiatement. Voyez-vous, en passant, moi je travaille en anglais, là, je ne sais pas si je le mets en français. Si je le change. Oui, expédition possible immédiatement. Ils l'ont ici. Mais si vous cherchez au niveau des datasheets, c'est sûr que vous ne l'aurez pas en français. Mais là, c'est le fun, Mouser, il vous le donne. Moi, je préfère travailler en anglais, là.
Mais c'est comme ça qu'on va chercher une pièce sur Internet. Il y a aussi le format de la pièce ici. Le format de cette pièce-là ici, si je descends en bas, généralement, ils vont vous le donner, la série SIR ici. Non, ils ne me le montrent pas, celle-là ici. Non, je ne le vois pas. Inch'Allah, là. Package, Power Pack SO8. Ça, c'est le format de la pièce. Parce que le même MOSFET peut être offert dans différents formats, comme le TO220. TO220, c'est un gros MOSFET avec 3 pattes que vous allez souder dans une. Ça, c'est les formats. Ils sont différents d'un à l'autre. Nous autres, c'est SO8 ici. Donc, il est marqué dans la description. J'avais dû aller voir là au départ, là. SO-8. Ça, c'est le format de la pièce. Si je veux chercher, supposons, cette même pièce-là, je prends ça. TO 220. Non-tu? Non, ça n'existe pas, celle-là. Ça n'existe pas, celle-là. Comme ça. Mais il y a des transistors qui vont avoir différents formats comme ça. Donc, faites attention à ça. Là, j'ai commencé tout de suite avec la vérification d'un MOSFET. Par contre, j'avais fait une vidéo, là. J'ai même du monde qui a fait rire. J'ai une personne qui avait ri de ça, là. L'histoire de la vérification d'une lampe de poche. Ça. Je m'en foutais, là, d'une lampe de poche à 50 cents. On s'en foutait. Mon but était de déterminer les étapes à suivre pour faire un diagnostic. Quand on frappe n'importe quel appareil, on va se le dire, tous les appareils aujourd'hui, pour la grande majorité, quand on les branche dans le mur, c'est de la tension AC, ça va rentrer dans l'appareil. La première partie, dans la grande majorité des cas, c'est une carte d'alimentation. Ou encore, ça va être même la carte mère, là. Mais c'est une carte d'alimentation qui va convertir la tension dite alternative, AC, en courant continu, le DC. Donc, la première chose à vérifier, c'est comme dans une auto. Mon auto ne démarre pas, elle ne fonctionne pas. C'est quoi la première chose que je vérifie? Je m'en vais vérifier l'électronique en avant ou je regarde s'il y a de l'essence dedans. Parce que s'il n'y a pas d'essence, vous allez chercher longtemps en tabarouette en avant. Vous allez dire, ben voyons donc, tout est bon, puis ça marche pas. Vous avez sauté des étapes en maudit, là. Fait que la première chose à faire, il faut vérifier les bases. Et dans une carte d'alimentation, la première chose qui arrive, quand vous branchez, quand vous rentrez dans le circuit, vous allez avoir souvent un fusible. Un fusible, c'est pas tout le temps le même type de fusible que vous pensez voir là, en céramique ou en vitre, et ainsi de suite. Des fois, c'est des petits carrés. Il y en a de différentes sortes des fusibles. Il y en a même sur des cartes mères, c'est microscopique. C'est des fusibles. Il peut avoir ce qu'on appelle aussi une thermistance à l'entrée. Il y a toutes sortes de choses qui protègent le circuit. Donc, moi, si je prends comme... on va prendre une radio AM/FM standard, là, elle n'allume plus. Mes premières choses que je vais vérifier, je branche ma radio, je l'ai ouvert en premier, j'ai regardé en arrière, j'ai rejoint, puis j'ai rien enlevé là, dans l'appareil. J'ai juste me suis donné accès à l'interne. Puis la première chose que je vais aller voir, si la tension AC qui part de ma barre d'alimentation se rend jusqu'à ma carte. On voit souvent le fil noir et le fil blanc. Le fil noir en courant alternatif, c'est le live, autrement dit, le fil vivant. Et le fil blanc, c'est vraiment le retour. Ça fait que vous vérifiez ça là-dessus si vous avez 110 ou 220 volts.
Vous venez vérifier là avec votre multimètre. Tout multimètre est capable de vérifier en AC ou en DC. Deuxième étape, par habitude aussi. Souvent, après l'entrée du circuit, vous allez retrouver un pont rectificateur. Le pont rectificateur, il est là pour convertir la tension AC en DC. C'est tellement simple à vérifier, là, le pont rectificateur, c'est des diodes. Donc, c'est pas dur à vérifier rapidement. Moi, je regarde le pont rectificateur et toutes les fois, il est inscrit où ce qui est la vague de chaque côté pour la tension AC. Puis finalement, le plus et le moins pour vous indiquer où ce que ça ressort en DC. Fait que je prends mon multimètre, je me mets en DC, je me branche sur les 2 pins pour le DC. Si rendu là, parce que AC converti en DC en partant, ça tombe dans les alentours de 160 volts. Si j'ai 160 volts, cette partie-là est toute éliminée. Et là, je vais suivre mon circuit le plus possible. Si c'est une simple radio, souvent le circuit va être assez simple. Puis, ça ne veut pas dire qu'on peut avoir les plans de ça, là. Mais je vais essayer de le suivre le plus possible. C'est pas dur à regarder sur une carte et suivre les traces, là. Des fois, c'est pas évident, je l'avoue. Des fois, c'est pas évident. Mais, on va suivre le circuit, puis on va voir si ça se rend. Des condensateurs principaux. Généralement, il va y avoir des gros condensateurs principaux pour régulariser les tensions, pour pas qu'il y ait de trop de up and down, et ainsi de suite. Donc, ces condensateurs-là, si on regarde dessus, puis il est marqué 200 volts, bon, je m'en vais en dessous, on sait qu'il y a un plus et un moins. On vient vérifier la tension sur les 2 condensateurs. Si la tension est là, déjà là, on vient de savoir que la tension se rend jusque-là. Et c'est comme ça qu'on va suivre le circuit. À un certain moment donné, vous ne saurez plus vraiment de quel bord que je pars, là. Puis si, malheureusement, vous n'avez pas accès à aucun plan, parce que ça arrive souvent, ça, là, on n'a pas accès à aucun plan, là. Mais là, c'est l'opération débrouillardise qui embarque. Quelles sont les composantes qui sont plus susceptibles de lâcher? Les condensateurs électrolytiques sont dans les premiers à être vérifiés. Avant de faire ça, vous vous assurez que 1. Votre circuit est débranché. 2. Si c'est des gros condensateurs de 400 ou 200 ou 200 volts, vous vous assurez de les vider. Il y a différentes façons, j'en parle pas ici, là, mais il y a différentes façons. Il y a soit un crayon, soit un appareil qu'on se crée soi-même, soit un tournevis entre les 2 pins. Quoique ça, sur un condensateur de 400 volts, là, ça commence à être fatigant. Sur des petits condensateurs, pas de trouble. Juste à venir court-circuiter les 2 pins du condensateur, puis il va se vider complètement. Et là, vous faites vos tests avec les appareils. Au démarrage, c'est MISR, l'appareil ISR pour vérifier les condensateurs. Il faut bien le comprendre, cet appareil-là, quoiqu'il est très simple à comprendre. Il vérifie en résistance les condensateurs, parce qu'un condensateur qui a beaucoup de vécu va donner de plus en plus une haute résistance, parce que le liquide en dedans, il a tendance à s'évaporer, là. Ça surchauffe toujours un peu en dedans. Il s'évapore avec le temps. Puis s'il vient complètement sec, mais là, la résistance va être énorme. Si la résistance est énorme, il n'y a plus rien qui passe. Donc, cet appareil-là, là, il est primordial pour commencer à vérifier. Et quand vous tombez sur un condensateur qui indique, selon les valeurs ici, une valeur assez élevée en résistance, là, ça allume une lumière. Avant d'aller plus loin, je vais le dessouder, puis je vais aller le vérifier à l'extérieur du circuit. Je le revérifie avec ça, et après ça, je vérifie sa capacité avec un multimètre ordinaire. Je vérifie ça. J'ai fait une vidéo dernièrement là, sur voyons, de bord de son. Dans la formation, vous avez vu que je testais les condensateurs en mode diode.
Ça nous permet ça de découvrir si des condensateurs sont en court-circuit. Parce qu'un condensateur, on le sait qu'il y a toujours un côté positif et un côté négatif. Il y en a qui existent, puis existent encore, mais dans des appareils plus anciens, qui ne sont pas polarisés. Un condensateur peut marcher autant que le bord que l'autre. Par contre, il ne peut jamais être en court-circuit. S'il est en court-circuit, ça ne sert à rien. S'il y a une tension qui passe direct dedans, tout se met de l'enlever, on va y mettre une ligne, puis ça finit là. Donc, si je viens vérifier en mode diode sur un bar, puis il me donne 0,5 volts encore une fois, ah, c'est l'injection de mon multimètre qui me donne ce voltage-là. Ah, il est bon. Si je check de l'autre bord, là, il peut monter 2, 3, 4, ça indique qu'il est bon, il est capable de charger. Mais si, en le vérifiant avec le multimètre, je tombe à 0, puis mon multimètre se met à sonner, je reviens d'abord, puis il sonne encore, ça vient d'allumer une lumière, ça aussi. C'est ça qui m'a fait découvrir le condensateur qui faisait défaut dans la vidéo pour la barre de son. Donc, ça, c'est primordial de vérifier ces composantes-là. Et il faut faire aussi une inspection visuelle attentive. Dans la grosse majorité des cas, si ce serait une résistance qui ferait défaut, elle va être brûlée dans le milieu. Il va y avoir une marque. Quand vous vous promenez et vous voyez que, oups, il y a une tache sur une composante. J'avais fait une lampe, mais je pense que c'est Milwaukee. J'ai une vidéo de ça. La résistance, là, elle faisait partie des SMD. Elle était microscopique. Mais quand je suis passé au-dessus, j'ai vu qu'il y avait un petit noir dessus avec mon microscope. On se rapproche, puis on regarde de proche. Puis j'ai vu qu'il y avait quelque chose de noir. Je dis, ah! Puis là, je suis allé vérifier avec mon multimètre. Je me suis rendu compte que la résistance est en circuit ouvert. Une résistance, comment je peux dire ça? Justement, ça vient bloquer le courant de passer pour pas qu'il passe trop fort. Mais ça surchauffe, ça. Vous en rendez pas compte, mais ça vient chaud. Pas au point que vous allez mettre votre doigt dessus. Si vous mettez votre doigt dessus, puis ça brûle, ben la résistance, ça va se mettre à faire de la fumée dans pas grand temps. Elle va venir noire. Une résistance, c'est court-circuité ou ça fonctionne normalement. J'ai jamais vu encore une résistance qui fonctionne à moitié. Elle peut, oui, donner une mauvaise valeur. Excusez-moi, je reviens là-dessus. La valeur peut être en dehors des normes, autrement dit. Si on a une résistance de 220 ohms, puis il peut avoir, on regarde encore une fois dans les spécifications, puis tu peux avoir une différence de 10%. Ben 220 ohms, c'est 22 ohms en montant, puis 22 ohms en descendant. Si j'ai sur ma résistance de 220 ohms une valeur de 190 ohms, ça marche plus. Ça marche plus, là, elle est plus bonne. Donc, il faut que je la remplace. Mais ça, c'est des résistances que ça fait des années qui sont dans les appareils qui vont vous faire ça. J'en ai jamais vu encore des récentes là, qui perdent de leur valeur comme telle. Fait que, je pense que pour une première partie, là, je vais faire plusieurs parties de ça. Une première partie, ça commence bien. Ça va aider le monde à faire des diagnostics aussi plus éclairés. Je vais continuer. Je reprends mon souffle. Je prends une pause. Puis je vais refaire une autre vidéo pour vous aider à faire des diagnostics. Merci beaucoup pour votre soutien. Abonnez-vous. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé. Puis à la prochaine. Merci.